Bonjour, donc Jean-Baptiste Bernard Ecom. Je vais vous parler du Grand Paris. Alors, on n'est pas le maître d'ouvrage, donc je me garderai de parler en son nom. En revanche, on a été impliqué sur un certain nombre d'études en accompagnement des ingénieries qui ont fait certains tronçons. Et donc là, on va plutôt vous donner, je vais plutôt vous parler de notre retour de perception par rapport à la gestion du projet et le reboucler un peu aussi avec ce qu'il y a pu dire ce matin sur justement la conduite de ce genre de projet, d'intégration de géothermie dans des projets de cette taille-là. Donc là, le schéma est assez amusant parce qu'effectivement, c'est un peu ce dont on pourrait rêver, où tout le monde donne de l'énergie à tout le monde et on optimise au maximum toutes les structures qui sont existantes. Bon, malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, ça reste un objectif louable. Donc je vais vous parler rapidement de l'historique. Il y a déjà des projets qui ont été évoqués, donc je vais juste les réévoquer très rapidement sur ce qui a pu être fait en infrastructure. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de l'approche qu'on recommande. Ça a été déjà un peu évoqué ce matin, mais je reviendrai un petit peu là-dessus. Ensuite, je ferai le point sur les équipements qui sont prévus à date sur le Grand Paris, en tout cas ceux dont nous on a en connaissance. Et puis la manière dont ça a été intégré dans le Grand Paris et les projets qui sont en cours de réalisation, puisqu'il y a déjà des projets qui sont commencés actuellement sur le Grand Paris. Donc les premiers projets connus, c'était en radier et en parois moulées. Donc c'est les Autrichiens, effectivement, ça avait été dit ce matin, qui ont démarré d'une manière générale les fondations géothermiques, et également qui ont fait les premiers projets dans des stations de métro, à Vienne notamment. Donc vous avez ici le tronçon qui a été équipé pour partie en géothermie. Donc j'ai eu l'occasion de visiter une des stations qui était en fabrication il y a déjà quelques années. Donc tout ça est en service actuellement et fonctionne. Donc ensuite, il y a eu en France 2 projets qui ont déjà été réalisés. Donc le métro de Rennes sur la ligne B, sauf erreur de ma part, avec un certain nombre de stations, on les verra juste après. Et puis le métro de Paris, donc la RATP, a décidé d'intégrer de la géothermie dans 3 stations de métro sur les prolongements de la ligne 12 et 14 des stations de métro. Donc c'est des prolongements qui vont notamment se reconnecter sur le Grand Paris. Donc ici, vous avez les descriptifs des projets en question. Donc vous voyez que sur Rennes, il y avait eu 4 stations qui avaient été étudiées. Donc, et à Paris, donc, également les 3 stations en question. Donc, ce qui a été intéressant à Rennes, le projet sur lequel on a été impliqué dans la phase amont, c'est que, bon, c'est vrai que Rennes est une ville plus petite que Paris, donc ils avaient eu les gens qui géraient aussi le projet avaient eu la bonne idée en fait de mettre autour de la table également les offices d'HLM locaux qui étaient pressentis pour venir construire les bâtiments au droit des futures stations. Donc, quand le projet s'est déroulé, il y a eu un travail combiné déjà de savoir qu'il y avait des gens qui étaient prêts à prendre l'énergie, et puis d'évaluer les besoins qui seraient ceux des bâtiments situés au droit des stations, sachant que ce sont des stations qui, a priori, ont très peu de besoins internes, puisque c'est des métros automatiques. Donc vous voyez que l'usage, il est essentiellement sur l'usage externe, donc logement-bureau, 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 logement-bureau. Donc ici, on voit quand même une des premières difficultés de ce genre de projet, qui est effectivement qu'au stade où on réfléchit sur le projet, qui est assez en amont, avoir déjà la visibilité de ce qui va se faire à côté ou au-dessus, c'est pas forcément évident. Mais là, il l'avait fait de façon assez judicieuse et c'est à noter. Donc sur la RATP, donc là, on était surtout sur des usages internes à la station. Donc il y a quand même pas mal de besoins dans les stations, notamment de froid, liés au fait qu'il y a des locaux techniques, il y a maintenant de la téléphonie, etc., qui dégagent pas mal de chaleur. Et donc, ils ont des besoins de rafraîchissement assez importants. Et dans certaines stations, il y a également éventuellement des systèmes de maintenance, d'entretien des métros. Donc, il y a des vestiaires, il y a un peu de locaux personnels qui sont à chauffer. Et donc, sur une des stations, il est envisagé également de chauffer un bâtiment qui va être situé au-dessus du métro. Donc là, de la même manière, les besoins potentiels du bâtiment, même s'il n'était pas connu au moment du projet, ont été évalués pour voir comment ça pouvait se coupler avec le projet. Donc ensuite, en termes de tunnels, on en a parlé juste avant, voilà les quelques exemples qu'on connaît. Alors, visiblement, ce matin, j'ai découvert qu'il y en avait également un à Istanbul, que j'ignorais. Donc il y a les plus connus, c'est ceux de Jenbach, de Stuttgart, et puis un projet également à Turin qui est en cours de réalisation, sur lequel ils équipent également un tronçon. Mais là, on est toujours dans des projets pilotes. En Allemagne, de mémoire, c'est une dizaine de mètres. En Autriche, ça doit être une cinquantaine de mètres. À Turin, je pense que c'est un peu plus long.
mais on est quand même encore dans le domaine du prototype, même si ça fait quand même des retours d'expérience. Donc ici à droite, vous avez effectivement là un système de tunnel traditionnel, donc c'est beaucoup plus facile que dans des systèmes type voussoir. Là, en revanche, je pense, alors les spécialistes me contrediront peut-être, mais il me semble que ça, c'est du voussoir, pour le coup, sauf erreur de ma part. Alors, moi, je vais vous parler un peu plus maintenant, effectivement, de l'appréhension du projet en intégrant les aspects, effectivement, à la fois thermiques et puis mise en œuvre et dimensionnement. On a évoqué ce matin le fait que effectivement, il était important pour ce genre de projet d'avoir une approche globale. Que ce que j'appelle par approche globale, en fait, c'est un système un peu itératif, mais le fait de regarder à la fois le besoin et la ressource. Donc nous, on a plutôt une approche, en fait, un peu paradoxale, mais on part plutôt du besoin que de la ressource, parce que on va regarder un peu quel est le type de besoin qu'on a. Et une fois que ce besoin est évalué, on va regarder si effectivement derrière il y a une ressource possible et si cette ressource-là, elle est compatible avec le besoin qu'on a. Et cette approche-là nous semble importante et on verra tout à l'heure que dans le Grand Paris, il y a eu des choses intéressantes de fait, mais ce n'est pas forcément l'approche qui a été retenue, puisqu'ils sont plutôt partis dans une approche de regarder quels étaient les sites qui avaient un terrain le plus favorable, avec notamment des écoulements d'eau. Alors c'est une approche qui est aussi intéressante pour faire une sélection de sites, mais effectivement, elle ne prend pas en compte le fait qu'il y a un besoin ou pas, ou sa typologie en amont. Donc cette approche combinée nous paraît importante. Donc ici, ce que je disais aussi, c'est qu'on est dans la notion de production dynamique, c'est-à-dire qu'en géothermie, ce que vous avez produit hier impacte ce que vous produirez aujourd'hui. Donc plus vous pompez dans le sol à un moment donné, moins vous pourrez pomper le lendemain, et à l'inverse, si vous laissez reposer le sol à un moment donné, il pourra vous délivrer de l'énergie le lendemain. Donc ça, c'est important aussi, c'est-à-dire qu'il faut absolument avoir une vision quand même un peu dynamique des besoins, non seulement au niveau des puissances, mais également sur les quantités d'énergie. Et ça, dans des stades amont de projet, ce n'est pas forcément évident d'avoir cette information-là à disposition. Donc notamment, on l'a évoqué aussi ce matin, donc la notion d'équilibre entre extraction et injection. Donc c'est le cas pour les pieux, c'est également le cas pour les parois moulées. Donc on a également besoin de faire le calcul entre ce qu'on extrait et ce qu'on réinjecte. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas... Enfin, a priori, si on fait que de l'injection, que de l'extraction, forcément, ça va être défavorable. Ça peut pas dire que ça ne va pas forcément fonctionner, mais le rendement va être nettement moins bon. C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup plus de surface pour fournir une énergie assez moindre. Donc, ça serait plus intéressant de fonctionner dans les deux sens. Donc, effectivement, ça nécessite des calculs pour pouvoir effectivement valider ce qu'on va atteindre en fonction des équilibres. Et enfin, voilà. Donc en fait, on arrive dans une boucle qui a été montrée ce matin, mais je réinsiste dessus, c'est important. Donc effectivement, nous, on va partir des besoins. Donc on va regarder les besoins de la gare et les besoins externes, c'est-à-dire éventuellement les logements, les bureaux qui peuvent être à proximité. Ensuite, on va regarder la ressource disponible. Donc effectivement, quelles sont les caractéristiques techniques de la gare, les surfaces qu'on peut capter, les contre-indications éventuelles par rapport à la conception qui est prévue, même si en amont, c'est toujours pas forcément disponible. Donc effectivement, on va prendre un certain nombre de marges de sécurité pour anticiper un certain nombre de panneaux qu'on ne pourra pas équiper plus tard. Et puis ensuite, on va regarder effectivement... Oula, pardon, je vais vite. On va regarder le potentiel du système, donc par une modélisation alors plus ou moins sophistiquée. Parfois, en phase très amont, ce n'est pas forcément pertinent d'aller faire des modélisations complexes, puisque finalement, on est plutôt dans regarder si les grands ordres de grandeur sont compatibles. Déjà, est-ce que je vais couvrir 70% ou 100% des besoins, ou est-ce que je vais faire 4,2%, auquel cas, effectivement, c'est peut-être pas forcément super intéressant pour le projet. Donc là, au niveau des outils, on ne va pas forcément encore rentrer dans des outils très sophistiqués. Et ensuite, donc, on va faire la conception du système. Donc, on va regarder effectivement comment on va faire l'ensemble de la conception de l'installation potentielle pour le projet. Et éventuellement, donc, effectivement, il peut y avoir plusieurs boucles en fonction de l'évolution du projet ou de l'affinage des connaissances sur les différents sujets. Donc là, vous avez un exemple de projet qu'on a pu étudier. Donc là, par exemple, vous aviez, ça c'était pour la RATP. Là, en l'occurrence, il prévoyait de construire un centre commercial dans la station. Donc ça, c'était assez intéressant.
même si on ne sait pas exactement en amont quelle va être l'activité du centre commercial. En fonction du type d'implantation de ce qu'il y a dans le centre, vous avez des besoins qui peuvent être plus ou moins importants. Mais donc ici, il y a une quantification effectivement de la partie chauffage et refroidissement pour voir comment ça se goupille. Donc là, vous voyez que c'est intéressant parce que par exemple, si on se concentre sur les besoins internes, on voit qu'on n'a pas un équilibre, mais qu'on est quand même dans des ratios qui sont intéressants. Si on intègre le centre commercial, là, on a un déséquilibre qui commence à être assez important. Mais bon, ici, on est également un peu plus important. Donc on voit qu'au global, on est d'un ratio de 1 à 2, ce qui est pas forcément non plus complètement défavorable. Mais cette approche-là donc, est importante. Donc ensuite, on regarde quelle est la structure exploitable. Donc effectivement, quelle est la caractéristique de la station, la taille des fiches, etc. Et puis également d'autres notions plus techniques sur la partie aval, où va être la partie production, où va être l'utilisation de l'énergie, et puis l'utilisation de l'énergie, puis la partie production. Et donc à partir de là, on va éventuellement, soit on équipe la globalité de la station et on n'a par exemple qu'un local technique qui dessert tout le monde, ou par exemple si on a des usages assez dissociés, ce qui est le cas dans cette station-là, où finalement il y avait une partie des besoins qui était ici, une autre partie qui était là. Donc finalement là, l'option qui a été prise, c'était de faire 2 systèmes séparés, avec une partie des parois qui alimente la zone sud et une partie qui alimente la zone nord en énergie. Donc on voit que là, on peut déjà commencer à affiner un peu la notion. Donc ici sur le Grand Paris, bon, vous connaissez tous ce plan. Donc les stations qui sont, donc il y a 70 stations. Donc aujourd'hui, il y en a à peu près une dizaine qui sont pressenties comme pouvant être éventuellement équipées de géothermie. Donc il y a 2 stations ici sur la ligne 15. Il y en avait une ici RER, mais qui a été abandonnée. Et puis il y en a de mémoire 5 ici, et puis à peu près 3-4 là. Donc c'est quand même relativement significatif. Donc il faut mentionner qu'effectivement, il y en a 2 qui sont en cours de réalisation, donc qui ont été démarrés, c'est-à-dire les 2 de la ligne 15, donc les Ardoines et Créteil-les-Chats. Donc c'est quand même assez notable parce que ça nécessite une implication assez forte, j'y reviens un peu plus tard, de la maîtrise d'ouvrage, parce que c'est quand même à un moment donné le maître d'ouvrage qui est moteur sur le sujet. Donc la Société du Grand Paris a été quand même assez moteur pour faire les expérimentations et faire avancer le sujet. Donc ça mérite quand même d'être signalé. Maintenant, il faut que toutes les stations aillent au bout, sachant qu'on entend parler de quelques restrictions budgétaires qui peut-être remettront en cause un certain nombre de sujets. Donc là, je vais vous parler un petit peu effectivement de la gestion du sujet qu'on a vu nous au niveau du Grand Paris et peut-être aussi ce qu'on peut recommander par rapport à ça. Donc la faisabilité préliminaire, on est en avant-projet. Donc quelle notion pour le potentiel ? Donc justement, ça a été un peu évoqué ce matin. Ce que je veux dire, en fait, en termes de potentiel sur une station, nous, on aurait plutôt tendance à privilégier les besoins pour voir déjà s'il y a un intérêt à étudier la station, parce que vous pouvez regarder un super potentiel, mais s'il n'y a pas de besoin, ce n'est pas forcément intéressant. Et puis dans un deuxième temps, de regarder les caractéristiques des ouvrages. Alors il est vrai que, bien sûr, s'il y a de l'eau, c'est un élément favorable. Et si un sol très argileux, c'est un élément défavorable, mais il est clair que déjà au niveau de l'eau, il y a toujours une inconnue qui est liée au fait de la construction des environnants, parce que vous avez toujours la possibilité d'avoir des immeubles qui se construisent et qui viennent perturber les flux d'eau que vous avez modélisés. Donc il faut être quand même assez conservateur là-dessus. Et on voit quand on fait les modélisations, on a fait un certain nombre, que finalement la performance va être plus liée justement à l'effet stockage-déstockage, et que la variable écoulement d'eau ou la variable conductivité du sol est certes importante, mais elle ne va pas être forcément déterminante dans le choix de faire ou pas la station, enfin d'équiper la station, par rapport à la capacité du système. Donc le Grand Paris, ils ont plutôt raisonné en sélection des stations qui étaient avec un écoulement d'eau important, ce qui n'est pas forcément inintéressant. Mais malheureusement, je dirais que le travail sur le potentiel et la capacité d'utiliser l'énergie, en fait, n'a pas été vu dans cette phase très amont. Donc, ce qui peut poser, dans les phases ultérieures, un certain nombre de problématiques. Ensuite, donc, l'étude du potentiel des structures, donc les surfaces disponibles et les contraintes techniques. Donc ça a été... donc, il y a effectivement les sorties de tubes. Où sortons les tubes pour récupérer l'énergie ? A priori, il y a pas de station, ça se fait sous les quais. Parfois, ça peut se faire à d'autres endroits parce qu'il n'y a pas de quai, tout simplement. Ou il y a d'autres contraintes techniques qui font que ça peut être un autre endroit. Ensuite, est-ce qu'on va équiper les 2 côtés de la paroi ou un seul côté ? Ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure. Il y a un certain nombre de panneaux spéciaux qu'on ne peut pas équiper. Et tout ça, ça doit être pris en compte. Alors, en phase amont, on prend des coefficients de réduction. Et après, en phase d'exécution, effectivement, là, il faut vraiment se plonger dans le détail. Donc, vous avez notamment des panneaux... les panneaux de passage du tunnelier, c'est une bonne raison pour ne pas les équiper.
Il y a certains panneaux où il y a eu effectivement des tunnels de connexion. Il y en a pas mal dans le Grand Paris pour faire les connexions avec le métro existant. Et puis, il y a les panneaux d'angle qui peuvent être aussi un peu complexes. Mais ça finit quand même par faire un certain nombre de surfaces en déduction. Et ensuite, donc j'ai évoqué tout à l'heure l'étude des besoins internes et externes. Donc, dans quel périmètre on se situe, jusqu'où on veut aller, est-ce qu'il y a des bâtiments à proximité, parce qu'après, il y a aussi un coût de connexion des bâtiments s'ils sont trop loin. Donc, il faut voir s'il y a des bâtiments juste au-dessus ou à proximité immédiate. De quelle puissance on parle, de quel niveau d'énergie et de quel ratio. Donc en fait, dans cette démarche-là, on arrive en fait à sélectionner un certain nombre de stations qui peuvent avoir un intérêt pour le projet. Et ensuite, là, je suis plutôt dans les phases d'exécution. Donc là, on va être dans le dimensionnement définitif des parois. Donc là, on va avoir l'étude du captage effectivement disponible. Et on peut quand même, on constate souvent qu'il y a quand même des réductions. Forcément, les fabricants de parois moulées optimisent leur dimensionnement. Donc on a rarement vu des parois moulées plus longues que prévu. Elles sont plutôt toujours plus courtes. Donc ça aussi, c'est un élément qui vient jouer par rapport au calcul initial et qu'il faut avoir anticipé un peu dans les calculs. Et puis, alors, je fais sourire des gens, mais peut-être qu'on me démentira, mais en tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Et puis, la configuration des cages, parce qu'effectivement, après, tout à l'heure, on a vu un panneau avec 3 cages, on a des panneaux à 2 cages, des panneaux à 1 cage. Voilà, et on a des stations où il n'y a qu'un seul plan de type pour toutes les cages, et on a eu des stations où il n'y a pas 2 cages avec le même plan. Donc forcément, à chaque fois, c'est une adaptation de l'implantation des tubes dans la cage correspondante. Ensuite, le dimensionnement définitif. Donc là, effectivement, il y a la prise en compte des effets thermomécaniques. Vaste sujet non complètement résolu pour les parois moulées. Donc, effectivement, de prise en compte de l'effet thermique dans le renforcement éventuel de la paroi moulée. Et puis, bien sûr, le potentiel thermique avec là une modélisation très fine en fonction des besoins définitifs qui sont connus à la date du projet. Et enfin, l'étude de mise en place physique. Donc là, des choses assez basiques, mais est-ce que les cages sont équipées sur site ou en usine? Parce qu'il y a des contraintes techniques qui peuvent être assez importantes, notamment sur la RATP où les emprises sont tellement étroites qu'il est impossible de laisser les cages, de stocker les cages sur les sites. Donc là, c'est équipé en usine. Et enfin, les modes de liaison et de récupération des tubes. Donc là, effectivement, c'est un peu de la plomberie, mais comment on va récupérer les tuyaux, comment on va les connecter et comment on s'interface avec avec les sociétés de fabrication des parois moulées. Donc pour le Grand Paris, effectivement, la complexité, elle est liée au nombre important d'acteurs sur différents tronçons, puisque finalement, il y a plusieurs ingénieries qui sont sur les différents tronçons. Et si effectivement l'étude de potentiel des sites qui a été basée essentiellement sur la présence d'eau a été faite de façon globale, après l'étude spécifique de la géothermie a pu être éclatée. Donc effectivement, le traitement que fait chaque ingénierie peut éventuellement différer en fonction des différents sites. Donc nous on en a accompagné quelques-unes, mais on sait qu'effectivement chacun a eu un peu sa vision de la chose, donc ça peut faire diverger les approches sur les projets. Et ensuite, il y a aussi la problématique classique de ces grands projets et assez longs, qui est la segmentation des tâches au niveau temps, puisque comme je l'ai évoqué, on commence à travailler sur la station et on ne sait pas encore qu'est-ce qui va être fait au-dessus. Et puis également au niveau des phases, puisqu'il y a plein de phases qui succèdent. Et par exemple, ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est que là, en l'occurrence, le Grand Paris a racheté les terrains qui étaient à proximité de la gare. Ça faisait partie, je crois, du système de financement du Grand Paris, puisqu'ils ont récupéré les terrains qui sont censés revendre. Et ça doit être une partie du financement, en théorie. Et ils ont lancé après des appels d'offres sur les différents promoteurs qui sont intervenus. Et là, visiblement, il y a une décorrélation. Et dans les cahiers des charges des promoteurs qui vont construire au-dessus des stations, on n'a pas retrouvé l'obligation ou au moins l'encouragement à utiliser la ressource géothermique, alors que certaines stations en dessous sont équipées. Donc c'est assez paradoxal. On a été contactés par des promoteurs qui voulaient utiliser la géothermie, et qui n'ont pas été retenus au niveau de l'appel d'offres. Donc c'est dommage, parce que finalement, le Grand Paris, à la fois, a équipé la station en se disant « je vais te fournir l'énergie à quelqu'un au-dessus », et dans le même temps, ils ont évincé des candidats qui étaient prêts à prendre l'énergie. Alors sans doute pour d'autres raisons, mais il aurait été quand même intéressant de pouvoir franchir une étape du dessus en réfléchissant en même temps sur la partie aménagement du territoire qui est juste au-dessus. Et je pense qu'il y a des connexions qui n'ont pas été faites, c'est peut-être un petit peu regrettable. Et ensuite, voilà, donc c'est ce que j'évoque ici, c'est sur l'utilisation de la ressource. Mais ça reste une initiative louable.
Et ensuite, donc je l'évoquais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a une volonté forte du maître d'ouvrage qui est tout à fait nécessaire. Donc là-dessus, le Grand Paris était quand même assez moteur, il faut le signaler, parce que forcément, c'est quand même une contrainte supplémentaire. Il y a des délais très très serrés sur le Grand Paris. Donc il y a toutes les bonnes raisons pour se concentrer juste sur la partie paroi et éviter peut-être les autres sujets. Et là, en l'occurrence, ils ont quand même porté et poussé les ingénieries à sélectionner des stations et à faire les études pour pouvoir les équiper. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en conclusion l'importance de conduire les études de potentiel et les études des besoins internes et externes conjointement. Donc ça, c'est un sujet important qui a peut-être été un peu négligé ici, malheureusement. Et enfin, faire le lien, donc c'est pour conclure, avec les cahiers des charges concours pour bien s'assurer effectivement qu'on pourra utiliser l'énergie qu'on va récupérer des stations. Alors ça, c'est les 2 stations qui sont en cours de réalisation. Donc vous avez les Ardoines, pour terminer, qui fait à peu près 5000 m² de parois moulées. Donc là, c'est prévu pour équiper la station et un éventuel programme connexe. Mais faute de le connaître, le dimensionnement il est forcément conservateur parce qu'il se base sur les seuls besoins de la station, en supposant qu'éventuellement on pourra le récupérer l'énergie pour le programme connexe. Et donc là, c'est un équipement en usine par rapport à un problème de place sur le site. Et à ce jour, parce que le projet est vraiment en cours de réalisation, il n'y a pas d'impact planning par rapport au fait de mettre en place la géothermie. Donc voilà. Et ensuite, l'autre station, donc Créteil-les-Chats, qui vient juste de démarrer. Donc là, il y a 5800 m² de parois moulées. Ici, c'est un équipement sur site, puisque le site est beaucoup plus vaste et il y a moins de problèmes d'encombrement. Et ici encore, pour le moment, il n'y a pas d'impact planning au niveau de la réalisation. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Baptiste pour cette présentation. Je pense qu'on a un peu de temps pour les questions. Bonjour. J'avais une question, c'est comme on a vu, on a très peu de retours d'expérience sur justement tout ce qui est ouvrage géothermique dans les parois moulées. Est-ce que dans les ouvrages du Grand Paris, de l'instrumentation spécifique et un retour d'expérience associé est prévu? Alors, il y a effectivement un des tronçons sur la ligne 16 où là, il est prévu de mettre en place des systèmes de suivi d'instrumentation des parois, donc avec des extensiomètres, etc. Et il prévoit également de mettre des pompes à chaleur pour faire tourner la paroi, le système à blanc et pouvoir mesurer en fait les impacts sur la paroi. Donc effectivement, il y aura plusieurs stations qui normalement feront l'objet d'une expérimentation à leur construction. On essaye? Ah, ça marche. Vous avez parlé que en phase d'exécution, dès que la conception de la paroi moulée énergétique était faite, vous faisiez des modèles pour vérifier thermiquement que ça fonctionne. C'est fait systématiquement sur tous les projets, les modèles quel outil vous utilisez? Est-ce que c'est fait, c'est réalisé ou ça part sur le ratio énergétique mètre carré? Alors là, on a systématiquement modélisé, oui, en amont des projets. Et en termes d'outils, on a des outils qui sont basés sur TRN6 notamment, qui permettent de faire ce genre de modélisation. Et après, des outils aussi plus propriétaires, mais qui ne sont pas sur TRN6. Mais effectivement, là, c'était systématiquement... Alors, pour les stations qu'on a étudiées, on a fait des modélisations. Mais après, il y en a eu d'autres qu'on n'a pas étudiées. Ça, je ne sais pas comment ça a été fait, mais j'imagine que ça a été le cas aussi. Et il y avait un exemple tout à l'heure, je crois que c'était la gare d'Aubervilliers, où vous aviez dit qu'il y avait des parois équipées pour un bâtiment, pour alimenter et d'autres parois pour un autre bâtiment. Est-ce que là, vous avez des problématiques et que les bâtiments ne vont pas forcément tirer la même énergie au même moment, peut-être un va faire du chaud et l'autre va faire du froid, et d'avoir des formations, des contraintes complémentaires sur l'ensemble de la gare? Est-ce que c'est vraiment... Alors là, en l'occurrence, l'exemple que je vous ai montré, c'était zone nord et zone sud, mais c'était toujours pour l'usage de la gare.
sauf erreur de ma part. Mais en fait, il y a une partie des locaux qui sont d'un côté de la gare et une autre partie qui sont de l'autre côté de la gare. Donc finalement, c'était plus simple de mettre une pompe à chaleur d'un côté et une autre de l'autre. Donc logiquement, là, ça va fonctionner quand même dans le même sens, quoi. On n'aura pas d'opposition complète entre les systèmes.